J'ai eu le plaisir de pouvoir inviter Martial Bourquin. Martial Bourquin, il est sénateur socialiste du Doubs. Il a été longtemps le maire d'Audincourt. C'est donc une terre industrielle et c'est un militant de la cause du monde du travail et de l'industrie. Martial Bourquin a fait un rapport, il va vous en parler, une mission au nom du Sénat avec un collègue de droite, M. Chatillon, sur la question de Alstom, qui est un des fleurons de notre industrie, qui demeure un pied industriel important pour la France et qui a été démantelé et qui, d'une certaine façon, pourrait être menacé. Donc, Martial, tu vas peut-être pouvoir nous dire pourquoi vous avez demandé cette mission, qu'est-ce qu'elle représentait, comment ça s'est passé? Au mois d'octobre dernier, lorsqu'il y a eu ce coup de tonnerre de l'annonce d'un accord avec Siemens et Alstom, j'ai demandé immédiatement au groupe socialiste qui a accepté cette mission de faire toute la lumière sur cet accord. Il y a environ 27 000 personnes en France qui travaillent pour Alstom, entre Alstom et ses sous-traitants. 8 000 salariés d'Alstom. Et Alstom, c'est un fleuron de l'industrie nationale. Pourquoi? Parce que c'est le créateur, l'entreprise créatrice du TGV. Il y a un savoir-faire exceptionnel. Elle vient de prendre encore le marché de Montréal, du métro de Montréal. Elle vient de prendre un marché encore devant Siemens en Allemagne. C'est une entreprise qui travaille à l'exportation avec un savoir-faire évident. Et il y avait eu déjà la revente à General Electric de la partie énergie. Voilà. Alors peut-être, Martial, on va s'arrêter un petit moment pour que tout le monde ne connaît pas comme toi et moi qui suis née à Belfort, donc forcément ça crée des liens avec Alstom. Peut-être rappeler un peu quelle a été l'histoire de cette triste finalement épopée d'un fleuron industriel. On peut repartir des moments, voilà, de ce qu'on appelait la compagnie General Electric, et peut-être repartir de ces années 90, parce que derrière ce que tu vas peut-être nous décrire, ce profil, hélas, des mouvements qu'on a vus dans beaucoup de secteurs industriels et qui, pour une part, peuvent expliquer le déclin industriel de la France. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que je trouve qu'il y a dans ces étapes-là toutes les mauvaises bifurcations qu'hélas, on a parfois pris. Ben, c'est le choix systématique d'accords capitalistiques contre des projets industriels. Exactement. Et ça, c'est le mal français. C'est inhérent au capitalisme français qui est plus usurier et qui a une volonté de régler les problèmes par des accords capitalistiques. Ce qui n'est pas du tout la conception du capitalisme allemand, qui lui préfère avoir de géants industriels, des grosses ETI industrielles, qui ne sont pas toujours cotés en bourse, et qui ont la volonté d'être les meilleurs et de garder l'industrie. En quelque sorte, il n'y a pas de grande nation sans un socle industriel puissant. Ça, ce n'est pas le fond de la pensée française, et surtout de ceux qui nous dirigent. Pourquoi cela? Tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a de grands événements, la CGE a été démantelée. Je ne sais pas si on se rappelle d'Alcatel. Voilà, il faut se rappeler qu'à l'origine, il y avait la partie ferroviaire, il y avait la partie énergétique, il y avait la partie informatique et télécom. Et que Tchuruk est devenu le patron de tout ça. Absolument. Alors, pour nos plus jeunes concitoyens, Tchuruk, ça ne veut rien dire. Mais c'était quand même l'homme qui avait expliqué qu'il fallait faire des entreprises sans usine. Absolument. Qui expliquait que ce qui était important, c'était le capitalisme. Et qui a été un des acteurs de la division des activités d'Alstom, puisque petit à petit, il a isolé la partie télécom, et il l'a fait de telle façon qu'il a affaibli financièrement, quand Alstom est né, il a affaibli financièrement
finalement Alstom en ayant pompé tout l'argent qui aurait pu être investi ou servir de trésorerie à l'entreprise. La conception financière de l'industrie, telle qu'elle se met en place en France, c'est simple. C'est que cette volonté d'isoler des parties entières, c'est pour revendre à la découpe. Ouais. Et avoir le maximum de cash qui arrive dans l'entreprise. Politique à courte vue. Mais pas pour l'entreprise. Le cash arrive dans l'entreprise, mais rarement pour l'entreprise. C'est beaucoup pour les actionnaires. Et on se retrouve là, devant des découpes successives, et la CGE est devenue très vite, il n'y a eu plus que 2 activités. L'activité énergie, qui a été revendue à General Electric, ce qui pose aujourd'hui des problèmes. Et dernièrement, au mois d'octobre dernier, un accord est intervenu entre Siemens et Alstom, prévoyant un accord pour créer un grand groupe européen. Alors le gouvernement et le ministre, M. Le Maire, l'a présenté comme un accord équilibré. La mission d'information que j'ai demandée, c'était pour vérifier si cet accord était équilibré. Et la réponse est non. En réalité, il est non. Alstom, c'est 7 milliards de chiffre d'affaires en 2017. Siemens, c'est un tout petit 8 milliards. C'est-à-dire 2 groupes qui étaient à peu près équivalents. La commande française pour les années à venir est impressionnante. C'est cette commande française qui va faire vivre le nouveau groupe européen pendant 5 ans. Et avec ces atouts-là, on n'a pas été fichu à un moment donné de mettre en place cet Airbus du ferroviaire. L'Airbus du ferroviaire, c'est quoi? 2 États, 2 groupes à égalité. Ce qui s'est fait avec Airbus est l'exemple de ce qu'il faut faire. Et on pouvait encore le faire lorsque il y avait une option d'achat sur les actions Bouygues. Et là, le gouvernement, vous vous rappelez, j'avais posé une question d'actualité et j'avais demandé à Bruno Le Maire de racheter les actions Bouygues pour être dans le capital et faire en sorte que nous ayons un accord européen équilibré. Là, il faut rappeler qu'à un moment où il y avait des difficultés à Alstom, Nicolas Sarkozy avait poussé l'investissement de Bouygues pour rentrer dans le capital d'Alstom et avoir une présence française, à défaut d'être publique, importante. Hein. Bon. Le défaut du capital d'Alstom, c'est qu'il est très éparpillé. Et l'arrivée d'un grand actionnaire comme Bouygues lui donnait une surface et lui donnait aussi une présence française importante, comme tu viens de le dire. Et là, le problème que nous rencontrons, c'est qu'il y a eu un accord. On a pu le vérifier à Bercy. Cet accord, on était sous le secret des affaires. On l'a vu avec Alain Châtillon. Et cet accord donne les pleins pouvoirs. On peut dire que ce qui vient de se passer, c'est une prise de contrôle par Siemens et de l'Allemagne. D'Alstom par Siemens. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, on sait très bien que l'organe le plus important est le conseil d'administration. Il y a 51% du capital qui appartiendra à Siemens. Il peut passer jusqu'à 54%. En échange, on garde le PDG, tu penses pour parler de Lafargue, et on garde le siège à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ça, ce sont des consolations, parce qu'on sait très bien que demain, toutes les décisions stratégiques se prendront au conseil d'administration d'Alstom. En quelque sorte, quand on fait le point de tout cela, on s'aperçoit que la prise de contrôle des Allemands d'Alstom s'est effectuée avec 0 €. Un groupe qui a réalisé 7 milliards de chiffre d'affaires vendu pour rien. A été vendu pour 0 €. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que les intérêts français n'ont pas été défendus, mais maintenant, on a l'ensemble des sites français qui sont parfois dans de la ruralité, qui sont parfois dans des villes, qui jouent, concernant l'aménagement du territoire, un rôle exceptionnel. On oublie toujours que l'industrie joue un rôle très important avec les PME, les sous-traitants et les sites. Tout cela maintenant est peut-être en cause. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des doublons.
le groupe Siemens et certaines entreprises françaises ont quasiment, ce sont des copies. Et lorsque les décisions stratégiques se prendront, elles peuvent se prendre à l'intérêt de l'Allemagne, vu qu'ils font 51. Absolument. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Dans ce rapport, on a fait plusieurs préconisations. Première des préconisations, la loi antitrust européenne doit prendre position sur ce regroupement, cette fusion. Si le marché, elle prend le marché mondial, cette fusion peut être acceptée. Si c'est le marché européen, elle peut revendre, elle peut obliger Siemens à revendre plusieurs sites. Dans ce cas, nous devrions opérer un retour en arrière et revenir à ce que nous mettions en place un authentique projet, un Airbus du ferroviaire. Parce que chaque entreprise qui ne ferait pas partie de ce groupe-là serait condamnée et serait livrée à la concurrence. Et avec des salariés qui verraient leur situation se précariser immédiatement. N'oublions jamais qu'il y a les 8000 salariés et les sites Alstom, n'oublions jamais qu'il y a des centaines de sous-traitants, de PME qui sont à côté des sites Alstom. On parle de 27 000 emplois globalement, ce qui est énorme. Combien de sites en France? On regardait ces sites et on s'aperçoit qu'il y a une kyrielle de PME, parfois des équipementiers de rang 1 de très haut niveau. Lorsqu'on a visité La Rochelle, par exemple pour le TGV du futur, il y a des équipementiers de très haut niveau qui livrent les sièges et qui ont un savoir-faire tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire ils arrivent directement sur le site et sont fixés et ils sont réalisés entièrement par des équipementiers. Tout ça existe aussi en Allemagne. Et là, il peut y avoir des volontés d'économie d'échelle et on sait très bien que ce ne sera pas équilibré dans l'effort. Que ça ne sera pas équilibré, mais aussi que le groupe tel qu'il va fonctionner peut avoir des volontés de réaliser des économies d'échelle avec des suppressions de sites et avec des suppressions d'emplois. Et donc, il y a des études déjà qui courent sur des surcapacités de nos groupes. Et il faut savoir qu'il y a 2 ans de trous dans la commande publique. Quand on est arrivé à La Rochelle, les syndicats de La Rochelle et la direction d'Alstom nous a demandé à ce que l'État ne fasse pas des déclarations sur la commande des TGV du futur. Il leur fallait tout de suite 8 TGV de commande immédiate pour justement garder non seulement La Rochelle, mais aussi Belfort. Donc il y a urgence à commander maintenant les TGV pour que justement on donne un niveau de charge au site. Parce qu'il faut dire aussi que le ferroviaire dépend très fortement de la commande publique. Ne dépend que de la commande publique et des marchés extérieurs. Et des marchés extérieurs. Et là, Alstom montre une très grande vigueur, parce que le métro de Montréal, le grand chantier qui vient d'être pris qui vient d'être gagné en Allemagne montre que Alstom a une vigueur assez extraordinaire et un savoir-faire qui est reconnu. Peut-être, Martial, dire un petit mot. Donc, on a parlé là du fait de ce regroupement Siemens-Alstom qui est en cours, puisqu'il y a encore l'attente de la décision de l'Union européenne. L'alternative de dire si on n'a pas de garantie sur les sites parce que l'Union européenne demande de vendre, essayer justement de stopper les conditions actuelles de l'accord pour aller vers un Airbus du ferroviaire et en tout cas une reprise en main d'un accord franco-allemand qui soit réellement équilibré. Peut-être on peut aussi parler de l'étape qui a été quand même une fragilité globale pour Alstom, qui a été la vente de toute la branche énergie d'Alstom. Il faut dire qu'Alstom faisait des turbines qui étaient à vapeur, qui étaient un acteur important et du nucléaire et de l'ensemble des hydroliennes, de toute une série de stratégies d'énergie.
l'énergie, et que le fait d'avoir scindé ces deux activités empêche l'entreprise, parce que tu parlais des ruptures de charge dans les commandes, mais il y avait avant une sorte de complémentarité, et l'énergie, c'est quand même un domaine stratégique d'avenir. Alors, il y a eu cet accord, enfin cette vente à General Electric. Moi, à l'époque, j'avais pris position pour dire on ne doit pas vendre, on doit faire un partenariat stratégique, parce qu'effectivement, il est souvent important que les entreprises puissent avoir des tailles et des capacités d'intervention mondiale. General Electric était déjà en France, était à Belfort, donc pourquoi pas un accord stratégique, mais pas une vente. Et là, tu as vu comme moi que General Electric avait pris des engagements sur le maintien des emplois. Or, aujourd'hui, ils disent qu'ils ne vont pas maintenir ces emplois. Donc, ils ne tiennent pas parole. Moi, j'ai pris position pour qu'on applique ce qui avait été à l'époque annoncé, c'est-à-dire que pour chaque emploi non créé, ils doivent payer des indemnités, mais ça s'est passé au moment d'Arnaud Montebourg, cette affaire. Et Arnaud Montebourg avait au moins exigé qu'on écrive dans la loi que quand il y avait un accord de cette nature, qu'une entreprise rachetait, qu'elle prenait des engagements, s'il ne tenait pas ses engagements, si elle ne tenait pas ses engagements, on annulait la vente. Bon, ça n'a pas été retenu. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase-là? Parce que comment s'est prise la décision? Tu m'as expliqué que le ministre de l'époque n'avait pas forcément été au cœur des arbitrages quant à l'avenir d'Alstom. Il semble bien que Arnaud Montebourg, à l'époque, était ministre du redressement productif. Il y avait une étude qui était parue sur ces questions et il n'avait pas été au courant. Comme tu viens de le dire, il avait exigé ensuite que par emploi non créé dans l'accord, il y ait 50 000 € de pénalité. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que cet accord va être appliqué ou pas? Il y a environ entre 380 et 400 emplois créés, plutôt 380. Et quand on a une situation comme celle-là, il faut savoir prendre des décisions. La décision à prendre, et Bruno Le Maire doit la prendre, il faut que General Electric paie ce qu'il doit à l'État français. Alors il y a différentes formes de payer. Nous, on pense que les turbines à vapeur sont actuellement en difficulté. Il devrait s'en vendre 1000, il s'en vend environ 400. La vraie question, c'est qu'il existe dans le territoire de Belfort la vallée de l'énergie, et avec G, c'est General Electric. Oui, et EDF, il y a tout un écosystème qui s'était mis en place avec des possibilités de diversification importantes. Et le caractère qui peut paraître punitif de ces amendes pour non-création d'emplois peuvent se réinvestir. Et peut-être qu'avec le PIA en France, on pourrait y rajouter... PIA, c'est le programme d'investissement d'avenir. Et là, on pourrait, avec l'amende de G, avec la volonté de l'État français, de mettre en place un espèce d'incubateur pour que dans un secteur aussi important que l'énergie, bien sûr, aussi important, et notamment les nouvelles énergies, et là il y a plusieurs entreprises de grande qualité qui ont des brevets pour qu'on développe l'énergie du futur. Et là, pour General Electric, ça pourrait être très intéressant. C'est-à-dire à la fois... un développement industriel à venir. Il y aurait un développement industriel à venir. La pénalité deviendrait un investissement, mais obligatoire. Et l'État français pourrait, en plus, accompagner cette évolution pour qu'on sorte... Parce que, qu'est-ce que nous dit General Electric? General Electric nous dit, ça ne se vend plus. Je suis en difficulté parce que ça se vend plus. Et c'est vrai. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années pour avoir des produits d'avenir? Et là, maintenant, c'est l'investissement sur des produits d'avenir. Mais la France, le ministre de l'Industrie, non, je ne dis pas le ministre, il n'y a plus de ministre de l'Industrie. C'est tout à fait révélateur. Bien sûr. C'est le ministre de l'Économie doit demander à G de payer sa pénalité. Et je pense qu'il faut trouver un vrai projet
Parce que ce qui se passe à Grenoble, vous avez vu que la moitié des salariés ont été licenciés, et notamment dans la recherche et développement. Les choses ne vont pas très bien se passer dans le territoire de Belfort. Et si on ne prend pas les choses à bras-le-corps, et si on ne met pas en place un projet d'investissement d'avenir, eh bien, nous risquons d'avoir, là aussi, de gros déboires concernant l'emploi, et aussi le fait que des entreprises puissent mettre la clé sous la porte, notamment des PME qui travaillent beaucoup pour General Electric aujourd'hui. Donc la diversification est quelque chose d'essentiel. Moi, je trouve que derrière le débat qu'on a eu là, il y a à la fois une explication de comment on en arrive à cette faiblesse industrielle, mais ce n'est pas une raison pour être désespéré. Ce que tu nous dis, c'est qu'il est possible de réinventer des politiques industrielles dans ce pays, qu'elles ne sont évidemment pas du tout à l'image de ce qu'était par le passé. Il faut être beaucoup plus agile, beaucoup plus tourné vers l'innovation. Il faut aussi avoir un volontarisme et une continuité, utiliser la commande publique, soutenir l'innovation, mais pas seulement soutenir l'innovation, parce que ce qu'on sait en France, c'est que ce soit des start-up ou autre chose, la première innovation, on l'a bien soutenue, mais le passage à l'industrialisation, à une intervention plus massive en termes d'emploi et en termes de capacité d'exportation, ça c'est beaucoup plus rare. Et ça pose aussi la question de à quoi sert le capital public. Et on aura l'occasion, Martial ou avec d'autres, de redébattre sur pourquoi on a besoin de capital public dans l'industrie française. Et il ne s'agit pas d'avoir du capital public qui fait à 100% dans l'industrie, mais qui est là pour veiller à ce que l'intérêt national, les investissements que la nation a mis en recherche, en formation, qualification des personnels, soient un atout pour poursuivre et développer l'activité, que ce soit bon pour les salariés et pour l'emploi, et aussi pour le développement régional et l'aménagement du territoire. Donc dans cette affaire, Martial, j'espère que tu obtiendras satisfaction sur la création du comité de suivi, parce qu'on ne va pas laisser. Suivi, on a demandé qu'il y ait un comité de suivi parlementaire, parce que le Parlement est complètement mis de côté dans cette affaire. Et ça ne peut pas durer. Par exemple, sur le projet Siemens-Alstom, on a demandé à ce que des sénateurs, des députés, des experts suivent l'accord jusqu'au bout. Pas seulement pour le suivre, mais pour alerter, pour agir quand il faut. Absolument, c'est-à-dire un comité de suivi, mais qui fasse des propositions. L'idée, c'est de renégocier l'accord. L'accord n'est pas bon. Et il faut le rééquilibrer pour que les intérêts français soient mieux défendus, et surtout mettre en valeur tout le potentiel d'Alstom, mais surtout la commande publique française qui est déterminante dans cette fusion qui se fait largement au détriment de la France. Et par ailleurs, moi je pense, toi comme moi, on y est très sensible au fait que dans les atouts d'Alstom, il y a la qualification des personnels, il y a leur implication depuis très longtemps, et on ne doit pas laisser tomber les salariés d'Alstom, ni pour le pays, ni pour eux. Alors, chers amis, évidemment, ces dossiers ne sont pas simples, ce n'est pas primaire, mais vous voyez bien que ce serait simpliste de ne pas vous expliquer comment l'avenir du pays se construit et comment l'intervention publique, quand elle est bonne ou quand elle est mauvaise, peut avoir des conséquences gigantesques pour l'avenir. Alors, si vous avez des questions à nous poser, soit à Martial Bourquin, soit à moi-même, vous avez l'opportunité de me poser ces questions avec le hashtag MNLFAQ, si elles sont pour Martial, ce sera lui qui y répondra. Donc merci de bien vouloir nous interroger et de partager cette chaîne YouTube.